Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter de très bonnes fêtes ainsi qu'à vos proches et vous remercier pour vos messages bienveillants. Je vous emmène aujourd'hui au Texas pour une triple disparition vraiment très étrange. 3 jeunes filles se sont évaporées sans laisser de traces, si ce n'est une mystérieuse lettre. La ville de Fort Worth au Texas, juste à côté de Dallas, est un endroit où il fait bon vivre. Loin de l'agitation urbaine et de la violence des grandes villes, elle se compose de petits quartiers et de banlieues calmes. Les centres-villes regroupent les commerces et les quartiers professionnels. On y trouve également des champs à perte de vue et des musées. En décembre 1974, c'est l'agitation pour la préparation des fêtes de fin d'année. Marie Rachel Arnold, 17 ans, que tout le monde appelle Rachel, est encore plus excitée cette année par les fêtes, car, malgré son jeune âge, elle vient de se marier il y a 6 mois avec Thomas Trlica, qui a 21 ans. Elle devient ainsi la belle-mère de Sean, le fils de Thomas qui a 2 ans. Ce sont ses premières fêtes en tant qu'épouse et maîtresse de maison. Le 23 décembre, elle doit aller faire des courses pour ses derniers cadeaux de Noël. Elle décide d'embarquer avec elle sa meilleure amie, Lisa Renée Wilson, que tout le monde appelle Renée, et qui a 14 ans. Renée a un petit ami, Terry Mosley, âgé de 15 ans. Les 2 jeunes ont grandi ensemble car la grand-mère de Renée habite en face de la famille Mosley. Le 23 décembre, les parents de Terry travaillent et il se retrouve seul à la maison avec ses 2 sœurs, Janet, 11 ans, et Julie, 9 ans. Il les laisse seuls et se rend chez la grand-mère de Renée pour voir sa petite amie. Elle lui explique qu'elle va se rendre avec Rachel au centre commercial pour acheter des cadeaux de Noël, mais avant, elles vont s'arrêter pour aller chercher un jean que Renée avait réservé. Elle demande à Terry de les accompagner. Il refuse car il a promis à un de ses amis qui s'est fait opérer d'aller lui rendre visite. Renée est un peu déçue mais pas pour longtemps. Avant de rentrer chez lui, Terry lui offre une bague de promesse. Renée est folle de joie. En rentrant, Terry explique à ses sœurs la sortie prévue entre Rachel et Renée. Julie, sa petite sœur, demande pour les accompagner. Bien entendu, Rachel et Renée ne sont pas très emballées de se farcir une fillette de 9 ans pour leur sortie entre copines, mais elles se sentent un peu obligées d'accepter. Julie téléphone à sa maman sur son lieu de travail pour obtenir son autorisation d'accompagner les filles. Comme sa maman connaît bien Renée depuis des années, elle accepte. Quand Rachel passe prendre Renée et Julie, Renée lui donne un cadeau qu'elle a acheté pour le petit Sean. Les voilà partis dans la Oldsmobile 98 de 1972 de Rachel. Peu avant midi, elles sont au magasin Army Navy pour prendre le jean de Renée. Direction ensuite le centre commercial Seminary South pour l'achat des cadeaux de Noël. Elles trouvent une place au niveau supérieur du parking qui est bondé. Elles doivent absolument être rentrées pour 16 heures car il y a une fête de Noël auquel Renée est invitée avec son petit ami et elle doit se préparer avant de s'y rendre. Mais ce n'est pas le cas, elle ne rentre pas. Inquiète, la mère de Rachel emmène son fils cadet Rusty et ils se rendent au centre commercial pour les retrouver. Sur place, ils découvrent la voiture de Rachel sur le parking verrouillée. C'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'elles sont bien dans le centre commercial et qu'elles ont tout simplement oublié l'heure en faisant leurs achats. Ils font le tour des magasins mais ne les voient nulle part. Les familles des autres filles, tout aussi inquiètes, arrivent sur place. Des appels sont passés dans le centre commercial avec les interphones, mais pas de réponse ni de traces des 3 filles. La police est appelée. Dans la voiture, tout semble normal. On y retrouve le jean acheté par Renée et un paquet cadeau, mais aucune trace des filles. Des personnes les ont vues faire leurs courses. On est sûr que c'était bien elles car des témoins mentionnent le t-shirt jaune porté par Renée avec la mention Sweet Honesty. Elles étaient donc bien à l'intérieur du centre. C'est le lendemain, la veille de Noël, que les habitants apprennent ces disparitions. La police se montre cependant rassurante. Les 3 filles étaient à l'abri dans le centre commercial et il serait étonnant que quelqu'un se soit attaqué à elles en plein jour sur le parking. En plus, elles étaient 3. Il est plus compliqué de maîtriser 3 jeunes filles qu'une seule. Il reste la ruse. Un prédateur les aurait-il attirées en inventant un prétexte quelconque? Ou bien il les connaissait? Tout est possible. Peut-être sont-elles même parties de leur plein gré. Les familles sont unanimes, aucune d'entre elles n'avait intérêt à fuguer.
Ce même jour, Thomas, le mari de Rachel, reçoit une étrange missive. Au-dessus de son adresse, dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, se trouve le prénom de Rachel. Il l'ouvre en espérant avoir une réponse sur ce qui s'est passé et lit le message suivant. « Je sais que je vais l'attraper, mais nous devions simplement nous enfuir. Nous allons à Houston. Rendez-vous dans environ une semaine. La voiture est sur le parking supérieur. Je t'aime, Rachel. » Plutôt énigmatique comme message. Cette lettre a-t-elle vraiment été écrite par Rachel? Sur l'enveloppe, il est écrit Thomas Trlicka. Rachel appelait toujours son mari Tommy. Autre chose, la signature. Si vous regardez bien, la personne qui a signé a mis en premier un deuxième E avant de le transformer en L. Bizarre de se tromper dans sa propre signature. L'oblitération du timbre prouve que la lettre a été envoyée le matin même. Elle a donc été écrite plus tôt, avant que la nouvelle de la disparition soit rendue publique. Et la personne qui l'a écrite savait où trouver la voiture. Sa provenance est difficile à établir, le tampon de la poste étant trop flou. Elle viendrait soit de Throckmorton, d'Eliasville ou de Weatherford, toutes des villes texanes. Bien entendu, malgré ce qui est écrit dans ce courrier, elles ne sont pas revenues une semaine après. Les familles, faute d'avoir de l'aide de la police, se tournent vers les médiums. L'un d'entre eux dit des choses qu'il ne peut pas savoir normalement. Il leur parle des chaussures rouges que portait Julie. Ça n'avait pas été rendu public. Il demande à Tommy si le chiffre 150 voulait dire quelque chose pour Rachel. Tommy répond que oui. Rachel avait avec elle $150 en obligation dans sa voiture ce jour-là. D'après le médium, cette disparition est due à une affaire de drogue et il y a 3 à 5 personnes impliquées. Il dit aussi que la lettre est fausse et que les filles sont plutôt parties vers le nord, l'Oklahoma ou l'Illinois, plutôt que vers le sud à Houston, comme le dit la lettre. Il établit une carte pour montrer où les corps sont enterrés près d'un ruisseau, peu profondément. Les familles s'y rendent, mais il n'y a absolument rien. Dès le 27 décembre, un fonds est établi par les familles afin d'offrir une récompense pour retrouver les filles. Plus tard, un homme de 28 ans est suspecté. Il est le propriétaire d'un magasin où Rachel s'est présentée pour obtenir un emploi peu avant sa disparition. D'autres jeunes filles s'étaient aussi présentées et l'homme en avait harcelé certaines par téléphone. On ignore s'il avait aussi harcelé Rachel. La piste est refermée. Les familles inondent la ville de tracts, de photos et autres avis de recherche pour les retrouver. Le 3 février, 6 semaines après la disparition, la maman de Julie reçoit un appel téléphonique à 23 heures. La personne au bout du fil gémit et dit « maman ». Elle dit être Julie. La police pense qu'il s'agit d'une blague cruelle, mais la maman de Julie est sûre qu'il s'agissait bien de sa fille. Malgré tous ces faits, pendant un an, les autorités considèrent que les 3 filles ont fugué. Ce qui est difficile à croire. Pourquoi fuguer à pied quand on a une voiture? Rachel est une toute jeune mariée, René vient de recevoir une bague de promesse de la part de son amoureux, et Julie, qui n'a que 9 ans, a hâte de découvrir ses cadeaux de Noël. Après ce laps de temps, ils ont enfin conclu qu'il s'agit probablement d'un acte criminel. Des témoignages contradictoires n'aident pas l'enquête. Une femme a dit avoir vu les 3 filles dans une camionnette avec un homme. Un homme dit les avoir vues être forcées par un inconnu à monter dans une camionnette et d'autres les ont vues avec un agent de sécurité du centre commercial ou monter dans un véhicule où il était inscrit Security. Elles avaient l'air tout à fait à l'aise et souriantes dans ce dernier témoignage. En janvier 1975, des sous-vêtements sont trouvés dans un champ près de Justine. On pense qu'il s'agit de ceux des disparus, mais ce n'est pas le cas. 2 ans après la disparition, Tommy, qui avait un temps offert une récompense de $2000 pour retrouver Rachel, fait dissoudre son mariage. Il déménage et se remarie. Plusieurs détectives privés sont engagés par les familles. Des théories émergent et certaines sont étonnamment intrafamiliales. On apprend ainsi que le mariage de Rachel et Thomas n'était pas si idyllique que ça. Rachel et Thomas ne vivaient pas seuls. Ils avaient une colocataire qui était la sœur aînée de Rachel, Debra. Jusque-là, tout va bien. Là où ça devient compliqué, c'est que Thomas, avant d'épouser Rachel, était le fiancé de Debra. Voilà qui complique singulièrement les choses. D'après Debra, la cohabitation se passait très bien, mais ce n'est pas ce que disent les témoins. Une violente dispute aurait eu lieu entre le trio dans un bowling la veille même de la disparition des filles. Thomas et Debra auraient même continué leur liaison après le mariage de Thomas et Rachel. Et d'autres disent que Rachel n'était pas en reste et avait également des liaisons de son côté. Si Debra ou Thomas avaient voulu se débarrasser de Rachel, pourquoi attendre qu'elle soit sur un lieu public avec 2 autres filles? Il y avait moyen d'attendre qu'elle soit seule pour accomplir ce méfait. En même temps, s'attaquer aux 3 filles permettait de cacher qu'elle était la véritable cible. Rusty, le frère de Rachel, croit rapidement que Debra a quelque chose à voir dans cette histoire.
D'après lui, la fameuse lettre reçue par Tommy a en fait été écrite par Debra. Un autre suspect cité par un des détectives privés n'est autre que Raymond Arnold, le père de Rachel. Il aurait été violent avec ses filles et c'est pour ça qu'elles auraient quitté le domicile familial dès qu'elles l'ont pu. Il aurait également été très attiré par les très jeunes filles et aurait pu même être l'auteur d'abus sur ses propres filles. Le détective Dan James affirme que Rachel était enceinte de 6 à 8 semaines au moment de sa disparition. Il dit en avoir la preuve grâce à des dossiers médicaux, mais personne d'autre que lui ne les a jamais vus. Absolument rien n'accrédite ces histoires. Le père de Rachel, qui avait un cancer de stade 4 au moment de la disparition de sa fille, est décédé 4 mois après ce fameux 23 décembre. En 1979, il se passe quelque chose de vraiment étrange. Un autre détective privé, John Swaim, meurt d'une overdose de drogue. Il s'est ôté la vie volontairement. Il a enquêté sur l'affaire dès le début et a constitué un gros dossier. Dossier qui a été détruit selon ses ordres à sa mort. C'est quand même particulier. En 1981, un homme de Houston déclare à la police que le jour où les filles ont été vues pour la dernière fois, il se trouvait au centre commercial lorsqu'il a vu 3 hommes forcer les filles à monter dans une camionnette près d'un supermarché du centre commercial. Il déclare que lorsqu'il s'est approché des hommes, l'un d'eux leur a dit que la fille la plus âgée était sa femme. Le témoin dit qu'il avait noté mentalement le numéro de la plaque d'immatriculation, mais il est retourné à Houston et n'était pas au courant de la couverture médiatique des filles disparues jusqu'à ce qu'il déménage à Fort Worth et qu'il entende enfin parler de l'affaire par un ami de la mère de Rachel. La police tente de l'hypnotiser pour connaître le numéro de la plaque d'immatriculation, mais ça ne marche pas. À Noël 1982, les filles ont disparu depuis 8 ans. La mère de Renée Wilson dit à propos de sa fille « Je rêve d'elle assez souvent. Je sais qu'elle n'a pas changé. Elle est grande et têtue et gâtée. » En décembre 1999, Dan James, le détective privé, offre une récompense de 25 000 $ pour toute information conduisant à l'arrestation et à la condamnation de toute personne responsable de la disparition des filles. James déclare que plusieurs témoins crédibles lui avaient dit avoir vu Rachel depuis sa disparition. L'une de ces observations s'est produite en 1998 aux alentours de Noël dans ce magasin Walmart. James dit qu'il a reçu des menaces de mort de la part d'appelants anonymes le mettant en garde contre l'affaire. L'enquête n'est réouverte qu'en 2001. De nouveaux témoins sont interrogés. Il y est dit que les filles auraient suivi quelqu'un qu'elles connaissaient ou en qui elles avaient confiance. Rien de plus ne ressort. Mais Rusty, le frère de Rachel, ne lâche pas l'affaire. La lettre envoyée à Thomas est étudiée par plusieurs graphologues, dont ceux du FBI, mais il n'a jamais établi si Rachel avait ou non écrit cette lettre. Rusty, sa maman et la famille de Julie suspectent encore Debra. Il publie une lettre demandant à Debra de prouver qu'elle est innocente en passant volontairement un test polygraphique. Elle le fait et le réussit 2 fois. En 2009, les photos vieillies des filles sont publiées. Sait-on jamais, peut-être sont-elles en vie quelque part. En 2018, l'affaire rebondit. Rusty soupçonne quelqu'un dont il refuse de donner le nom, mais j'ai pu lire dans certains articles qu'il s'agirait de son ex-beau-frère Tommy. Le suspect de Rusty avait 2 voitures et l'une d'elles a disparu après le 23 décembre sans que le suspect ne s'en explique. Le lac Benbrook étant tout proche, le véhicule qui a servi pour enlever les filles serait-il au fond? Il est vrai que l'alibi de Tommy au moment des faits n'est pas très solide. Des plongeurs sondent le lac à l'aide de sonars et repèrent 3 voitures sous les regards de Rusty et de sa mère. La première voiture qui sort du lac est une Corvair 1960 qui ne présente pas d'intérêt pour l'affaire. La seconde est une Lincoln Continental, mais elle a été construite en 1976, 2 ans trop tard. La troisième n'a pas pu être sortie de l'eau, elle est trop rouillée et se décompose littéralement dès qu'on essaye de la bouger. Rusty a créé un groupe Facebook pour garder l'affaire vivante dans les mémoires. La maman de Rachel a écrit « Si seulement vous saviez ce que cela signifierait pour réparer nos cœurs de dire que ce n'était qu'un mauvais rêve. » Le 21 septembre 2020, la police arrête un homme de 77 ans, Glenn McCurley. Il n'est pas arrêté pour les 3 disparus, mais pour une autre affaire qui, vous allez le voir, est assez similaire. Carla Walker, âgée de 17 ans, est une jeune fille très populaire. En plus d'être très jolie, elle est aussi très gentille et sort avec Rodney McCoy, qui est le quarterback de leur école, la Western Hills High School de Fort Worth. Les projets des 2 amoureux sont tout tracés. Ils iront ensemble à la Texas Tech University, se marieront et auront des enfants. Rodney a déjà offert à sa belle une bague de promesse. Le 16 février 1974, c'est la soirée de la Saint-Valentin à leur école et le thème est « L'amour en kaléidoscope ».
Carla est fière de montrer sa bague de promesse et les amoureux dansent sous les cœurs en papier et les banderoles roses au son du groupe Hydra. 23h30 sonne la fin de la soirée. Comme ils ne sont pas fatigués, ils partent avec un autre couple dans la voiture de Rodney jusqu'au M-Quick Hamburgers et Taco Bell. Ils ramènent l'autre couple et passent au Brunswick Riglea Bowling pour permettre à Carla d'aller aux toilettes. Ils restent ensuite sur le parking pour s'embrasser. Carla est appuyée contre la portière passager et utilise son sac comme oreiller quand soudainement la portière s'ouvre. Un homme grand, aux cheveux bruns et courts, les menace avec une arme et il frappe Rodney avec la crosse si fort que le chargeur de l'arme tombe. À demi conscient, Rodney voit l'homme emmener Carla en lui disant « Tu vas venir avec moi, hein, ma chérie ?» Carla crie à Rodney « Va chercher mon père ». Une fois remis de ses émotions, Rodney fonce chez les parents de Carla qui attendaient le retour de leur fille pour aller se coucher. Ils ont tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Rodney a la tête en sang et est agité. Il leur dit « Ils l'ont eu ». Le père de Carla, un militaire à la retraite, prend son arme et fonce sur le parking du bowling pendant que sa femme appelle la police. Le parking est fouillé, le chargeur de l'agresseur ainsi que le sac de Carla sont retrouvés. Aucune trace par contre de Carla. Des hélicoptères survolent la ville dès le lever du jour. Les élèves de l'école sont interrogés pour savoir si quelqu'un en voulait à Carla. Les photos prises pendant le bal sont développées pour voir s'il n'y avait pas un intrus suivant Carla pendant la soirée. Le 20 février, 2 agents qui recherchent Carla passent sur une route isolée près du lac Pembroke, à 8 km du bowling. Ils regardent dans un tunnel d'écoulement d'eau et voient la dépouille de la jeune fille. Elle est pleine d'hématomes et d'égratignures. Sa robe est déchirée, ses bas et sa culotte sont roulés en boule à côté d'elle et son soutien-gorge est remonté au-dessus de sa poitrine. L'autopsie révèle qu'elle a été étranglée à main nue. Mais, plus étrange, elle a été gardée en vie 2 jours après son enlèvement. L'agresseur a bien pris son temps pour lui faire subir d'horribles sévices. Il n'y a pas d'empreinte digitale et les fluides trouvés sur le corps ne sont pas exploitables à cette époque. Ils sont conservés précieusement. Une ligne téléphonique est mise en place pour recueillir tout témoignage, mais ça ne donne rien si ce n'est de mauvaises blagues. Rodney est hypnotisé mais ne dit rien de plus si ce n'est que l'homme portait un chapeau de cow-boy beige ou brun. Un seul indice est exploitable, le chargeur de l'arme, qui se révèle provenir d'un Ruger. En interrogeant les listes de possesseurs de ce genre d'armes, il tombe sur Glenn McCurley, un chauffeur de camion de 31 ans, marié, père de famille, qui tient cette arme de son père. Il est interrogé mais dit que l'arme lui a été volée 6 semaines plus tôt dans son camion pendant qu'il était à la pêche. Il accepte de passer un test polygraphique et le réussit haut la main. Il est retiré de la liste des suspects. Les années passent et Jim Walker, le frère de Carla, veut savoir qui a pris la vie de sa sœur. Il téléphone sans arrêt au détective pour voir si l'affaire avance. C'est ainsi que des tests ADN finissent par être faits, mais les résultats ne correspondent avec personne dans le codice. Par contre, l'ADN généalogique parle et nous revoilà avec notre Glenn McCurley qui a maintenant 77 ans. Il accepte un nouveau prélèvement ADN qui est comparé avec le fluide trouvé sur la bretelle du soutien-gorge de Carla et ça match. Dire que la police l'avait sous le nez depuis tout ce temps. Pour faire court, il nie tout mais finit par avouer juste pour qu'on le laisse tranquille. La police est convaincue que Carla n'est pas sa seule victime. Il est soupçonné de nombreux meurtres ou disparitions non résolues. Pourrait-il avoir utilisé cette même arme pour enlever les 3 filles ? En parlant de cette arme qui lui a soi-disant été volée, elle a été retrouvée chez lui lors d'une perquisition. Il refuse de reconnaître quoi que ce soit. Il n'a pas touché Carla ni personne d'autre. Il est décédé le 15 juillet 2023 et a crié son innocence jusqu'au bout. Chaque année, pendant la période de Noël, la maman de Rachel dispose 3 anges sur sa pelouse qui représentent les 3 disparus. Alors, selon vous, que s'est-il passé ce 23 décembre ? Les 3 filles sont-elles mortes ? Ou l'une ou l'autre sont-elles encore en vie quelque part ? Et si elles sont décédées, qui est le responsable ? Glenn McCurley serait-il le coupable ? Ou les responsables sont-ils à chercher dans la famille même des filles ?